Bismillahirrahmanirrahim. On conclut dernièrement le cours concernant les péricardites chroniques. Il nous reste que le bilan paraclinique, les étiologies, l'évolution et dernièrement le traitement. Et on va avoir quelques messages à retenir. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, vous allez retrouver tous les liens utilisés dans la description. Et on conclura notre cours. Donc le bilan paraclinique, si on compare ce dernier avec la péricardite aiguë, donc il est souvent délicat. Il s'agit de faisceaux d'arguments. C'est l'échographie toujours, il restera l'examen de choix même en péricardite chronique. L'imagerie aussi peut être indiquée, le scanner, l'IRM. Donc là, une forme chronique, il s'agit de multiples diagnostics différentiels. Donc on peut avoir le recours au scanner, au TDM, à l'IRM et même dans certains des cas, un cathétérisme cardiaque. Donc pas seulement l'échographie qui trouvera son indication dans la péricardite dans sa forme chronique. Toujours, l'échographie transthoracique restera l'élément créé pour la mise en évidence de la, je répète toujours, le terme utilisé dans la péricardite chronique, soit en physiopathologie, soit en lésion anatomopathologique, soit en clinique, soit en paraclinique, c'est la constriction. Donc, il s'agit d'une symphyse. Cette symphyse va faire une constriction. Elle va être notée sur le plan physiologique par la diminution du débit sanguin. Sur le plan paraclinique, comme vous voyez là, par une constriction au niveau du péricarde. Donc, la constriction, la composante constrictrice est toujours disponible. Bien, c'est le mot-clé, c'est le terme utilisé dans la péricardite chronique. Vous allez avoir une dilatation des cavités droites, c'est du mauvais pronostic et elle témoigne d'une défaillance du ventricule ou bien de la circulation, ou bien défaillance cardiaque droite. Vous pouvez avoir, dans certains des cas, des mouvements paradoxaux, donc du septum interventriculaire. Donc, c'est un mouvement de recul diastolique. Donc, c'est illustré à gauche dans l'illustration, qui est rapide, précoce de la paroi postérieure du ventricule gauche. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous allez noter? Donc, constriction, dilatation des cavités droites, le mouvement paradoxal du septum interventriculaire. N'oubliez pas de cocher cette dernière. Souvent, elle est posée comme question au niveau de vos choix. Donc, il s'agit d'un mouvement paradoxal lorsqu'il s'agit d'un retentissement cardiaque. Et la dilatation des veines caves supérieures et inférieures. Donc, on avait parlé de ça, de syndrome cave inférieure dans la partie précédente. Un syndrome du veine cave inférieure, ça c'est du supérieur, peut être noté aussi. Un en inférieur et aussi les veines sus-hépatiques qui témoignent d'une défaillance du retour veineux vers le cœur. Pourquoi? Je répète toujours, c'est une composante de constriction. Le cœur ne peut pas avoir un retour veineux adéquat. Donc on avance. Donc ça c'est l'échographie qui témoigne d'une grande abondance. Vous avez vu ça. Ça c'est le TDM qui trouve son indication devant des cas délicats. Je répète, le diagnostic paraclinique là il est délicat. Ça c'est du cathétérisme. Donc on avait vu, donc si on vous pose la question, les examens paracliniques à prescrire devant une péricardite chronique. Donc premièrement l'échographie transthoracique, un TDM. Un cathétérisme aussi qui peut être utilisé ou bien indiqué dans certains des cas pour poser le diagnostic de façon paraclinique. Donc si on résume la paraclinique, la constriction c'est le mot-clé là. Faites attention au mouvement paradoxal du septum interventriculaire. Donc l'association échographie, imagerie, scanner, IRM et cathétérisme peut être indiquée dans certains des cas. Et comme la précédente, comme la péricardite aiguë, donc c'est l'examen ou bien l'échographie transthoracique, l'écho-cœur, c'est l'examen clé devant péricardite soit chronique, soit aiguë. Donc avant de conclure, on va voir quelques diagnostics différentiels. Donc, les diagnostics différentiels, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Et on a un cours sur ça dans notre démarche dans ce chapitre. L'hypertension pulmonaire, tout ça c'est du diagnostic différentiel d'un œdème ou bien d'une difficulté du retour veineux. La cardiomyopathie constrictive, un épanchement péricardique, une compression tumorale de la veine cave, elle peut donner aussi un syndrome cave supérieur, sténose ou insuffisance tricuspidienne, valvulopathie du cœur droit, un myxome, donc qui est une tumeur, donc
la tumeur qui pose diagnostic différentiel avec un syndrome cave supérieur ou bien avec une péricardite, ça c'est une question souvent posée, c'est le myxome de l'oreillette droite. Et bien sûr, comme vous avez vu, il s'agit d'une hypertension portale, donc un autre diagnostic différentiel, c'est la cirrhose, ou bien un syndrome néphrotique, vous allez revoir ça en 5e année en néphrologie. Un syndrome néphrotique peut manifester par une protéinurie et, n'oublie pas, l'œdème généralisé. Donc, devant un œdème, tout ça, ce sont des diagnostics différentiels à éliminer devant une péricardite constrictive. Maintenant, on va voir un titre très important qui est les étiologies, donc qui sont à retenir. Donc, parmi les étiologies à rechercher devant une péricardite chronique, donc premièrement, la cause la plus fréquente, donc si vous vous souvenez au début de ce cours, donc on avait dit que c'était les causes virales où on associe le terme la péricardite idiopathique. Donc si on vous pose la question, quelle est la cause fréquente de la péricardite dans sa forme chronique, même aiguë, vous allez répondre la péricardite virale ou associer le terme la péricardite dite idiopathique. Donc elle est retrouvée, ou bien elle représente la majorité des cas, 42 à 49% des cas. D'autres étiologies, c'est la chirurgie cardiaque. Donc c'est le risque sceptique devant chirurgie. L'exemple là, illustré à gauche dans l'illustration, c'est une valvulopathie, donc un remplacement valvulaire. Donc c'est comme deuxième, donc c'est entre 11 et 37%. Parfois, donc comme on avait dit précédemment, parmi les étiologies, ça c'est à noter dans vos cas cliniques, c'est la radiation ou bien la radiothérapie. Donc post-radique. Donc devant un lymphome, un cancer mammaire ou bien un cancer pulmonaire. L'indication de la radiothérapie peut aussi causer une symphyse. Donc parmi les effets secondaires de la radiothérapie, ça vous avez vu en oncologie. Dans notre cas, donc c'est une insuffisance cardiaque ou bien une péricardite chronique par symphyse due ou bien résiduelle à la radiothérapie comme séquelle. Elle est retrouvée 9 à 30% des cas. D'autres étiologies, vous pouvez cocher les connectivites, là toujours c'est la radiothérapie. Les autres causes, c'est les connectivites, donc retrouvées de 3 à 7% des cas, les maladies de système. Autre cause, là toujours c'est les connectivites ou les maladies de système. Aussi là, les connectivites. D'autres causes, n'oubliez pas la péricardite tuberculeuse, ce que vous voyez à gauche dans la TDM. Donc, comme nous sommes un pays endémique, la tuberculose peut être une cause d'une péricardite tuberculeuse dans sa forme chronique si le terrain ou bien s'il s'agit d'un contexte clinique d'un patient qui a rattrapé ce germe. Ou bien d'autres germes bactériens, mais heureusement c'est rare. C'est simplement 3 à 6% des cas. D'autres causes, comme on a déjà cité, donc post-traumatique, un traumatisme au niveau du péricarde peut évoluer vers une inflammation, une néoplasie. Donc vous voyez là une tumeur. Donc les néoplasies peuvent causer aussi une péricardite chronique ou bien d'autres maladies de système. Donc vous avez vu ça donc en pneumologie, vous pouvez reconsulter ce cours. C'est la fameuse sarcoïdose. Donc je répète, il ne s'agit pas seulement des atteintes pulmonaires au cours de la sarcoïdose. Elle peut manifester par d'autres atteintes systémiques, comme on avait dit dans ce cours. Et parmi les atteintes, une péricardite chronique peut être secondaire à la sarcoïdose. Donc gardez-vous en tête, si on vous pose la question, c'est la péricardite virale ou la péricardite idiopathique qui peut être la cause, ou bien c'est la cause majeure de ces dernières. La notion de la radiothérapie, n'oubliez pas ça dans vos contextes cliniques. C'est évocateur d'une péricardite chronique. Les connectivités, les maladies de système, la tuberculose aussi peut être indiquée comme étiologie, car nous sommes toujours un pays endémique. Et plus rarement, post-traumatique, néoplasie et la sarcoïdose, si on vous pose ça. Donc tout ça sont des réponses justes. Donc ce sont des étiologies probables d'une péricardite chronique. L'évolution. Donc l'évolution, malheureusement, toujours spontanée, sévère après plusieurs années, malheureusement. Donc, évolution spontanée sans traitement, si on laisse cette péricardite
chronique évolue de façon spontanée, elle évolue malheureusement à une évolution non favorable sur plusieurs années toujours. Faites attention, nous sommes toujours dans un contexte chronique. Donc faites attention. Donc dans vos cas cliniques, vous devez retrouver la notion de l'installation progressive et chronique de ces signes pour poser le diagnostic d'une péricardite chronique. Sinon, ce n'est pas le cas. Une évolution vers une insuffisance ventriculaire droite ou bien voir une cirrhose sévère en absence de traitement. Donc parmi les complications, une insuffisance cardiaque, une cirrhose. Donc ça, vous avez vu au cours du chapitre de gastrologie, on avait parlé en hépato. Donc un déficit du retour veineux ou bien on appelle ça le foie cardiaque. Donc un déficit du retour veineux au niveau du cœur va avoir posé une augmentation de la charge sur le foie et ça va terminer par une cirrhose en cas d'absence de traitement. Heureusement, les diurétiques et les péricardiaux ou bien la péricardiotomie comme on avait vu précédemment dans le traitement, ils ont permis d'améliorer la clinique de façon notable. Mais généralement, une péricardite chronique nécessite le traitement car l'évolution sans traitement, faites attention, une complication majeure, c'est l'insuffisance ventriculaire droite. L'avant-dernière plaque, c'est la prise en charge. Donc un traitement médical de l'insuffisance cardiaque ou bien un traitement chirurgical comme on avait vu dans la forme aiguë. Donc pour le traitement médical, donc premièrement curatif, c'est la chimiothérapie en cas de tuberculose. Faites attention, c'est pour cela on avait insisté sur la tuberculose comme étiologie. Donc un traitement anti-tuberculeux, rifampicine à gauche, ce que vous voyez c'est le tête de liste pour ce traitement. Ou bien de la corticothérapie pour lutter contre l'inflammation en cas de maladie de système. Donc en cas de sarcoïdose, de connectivite surtout. Donc si vous allez évoquer comme étiologie des connectivites, vous allez prescrire comme traitement la corticothérapie ou bien les corticoïdes. Si la cause elle est une tuberculose, donc un traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, ça on avait vu donc en infectiologie, on avait vu en pneumologie dans la tuberculose extra-pulmonaire selon les protocoles. Vous pouvez consulter ça toujours. Donc l'association chimiothérapie, corticothérapie devant soit une étiologie tuberculeuse ou bien une maladie de système, maladie inflammatoire. Et dernièrement, je répète, le seul, donc là c'est la corticothérapie en intraveineux, de voie systémique, donc devant maladie de système, traitement par voie systémique. Ou bien dernièrement, le dernier recours, le seul traitement qui est curatif pour les formes chroniques et la chirurgie, c'est la décortication péricardique. Donc enlever totalement ce péricarde pour éviter la formation, ou bien éliminer cette synostose de façon chirurgicale afin de permettre l'expansion, ou bien la physiologie, le fonctionnement du ventricule, ou bien du diastole, ou bien du débit cardiaque, afin de ne pas tomber dans le stade terminal d'une insuffisance cardiaque droite. Dernièrement, dernière plaque et une conclusion avec des messages à retenir. Donc, le diagnostic, donc la voilà toujours dans l'illustration. Donc, la péricarditomie ou bien la décortication péricardique. C'est l'inverse de la synostose. Et dernièrement, les messages à retenir. Donc, ne banalisez pas toujours. Les conclusions peuvent être des questions d'examen. Donc, on répète les points forts essentiels. Le diagnostic d'une péricardite aiguë repose sur 2 arguments parmi 4, que vous êtes censé de les garder par cœur, sont toujours dans la première partie de ce cours. Ils sont sur 3 relais cliniques, électriques dans l'échocardiogramme et dans l'imagerie, et même biologique. Donc faites attention à la partie clinique, on a bien détaillé ces signes. Des autres causes sont variables, mais le plus souvent, la cause la plus fréquente, si on vous pose la question, j'espère que vous êtes en train de noter tout ce qu'on est en train de dire, la cause la plus fréquente, c'est la forme idiopathique, la cause virale. Le traitement, il repose à l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens en première intention en association à la colchicine, n'oublie pas ça. Il s'agit d'un risque de récidive très important. L'évolution vers la chronocytise, ce qu'on avait vu dans cette deuxième partie, qui est les formes chroniques
ou bien la tamponnade, qui est potentiellement grave. Cette tamponnade-là, faites attention, c'est une urgence vitale qui nécessite un diagnostic immédiat et une prise en charge en urgence, une hospitalisation, elle est indiquée. Aussi, je vous fais rappel, une hospitalisation est indiquée s'il s'agit d'une périmyocardique, bien myocardite. Donc une périmyocardite aussi, c'est une indication à l'hospitalisation. Pas de traitement en ambulatoire dans les deux formes graves qui sont les tamponnades et les périmyocardites. Dernièrement, les formes chroniques nécessitent une démarche concertée, donc et repose sur un faisceau d'arguments. Le diagnostic là, il est délicat comme on a vu dit dans cette partie. Il nécessite parfois le recours, donc pas seulement à l'échographie transthoracique qui restera l'examen de choix, mais TDM, l'IRM et pouvez même avoir un cathétérisme cardiaque s'il nécessite le cas. Donc ça c'était les points forts à retenir d'après ce cours. Donc j'espère que les vidéos vont vous aider donc, pour diagnostiquer, évoluer, bien évoquer le diagnostic, confirmer ce dernier par l'échographie et proposer le traitement selon les protocoles devant les deux formes, soit aiguë, soit chronique. Donc nous sommes arrivés à la fin du cours de péricardite. Donc on avancera prochainement et on va voir les syndromes coronariens jusqu'aux arrivées toujours à l'insuffisance cardiaque dans ce deuxième chapitre. Toujours merci pour votre attention. Bon courage toujours dans vos études et à la prochaine.